socialiste, elle compte donc parmi ceux qui ont un rôle à jouer dans la rénovation d'un parti qui est quand même plutôt à l'agonie. Elle est actuellement conseillère régionale en Rhône-Alpes. Najat Vallaud-Belkacem est notre invitée ce matin. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. On va commencer par le sujet du jour, puisque les députés vont tout à l'heure étudier le projet de loi sur le service minimum, en l'occurrence dans les transports. Les syndicats ont d'ailleurs appelé à une journée de manifestation demain. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de socialistes, qu'effectivement c'est une mauvaise mesure, ce service minimum dans les transports ? Moi, je pense qu'il faut, comme en toute chose, essayer de trouver un équilibre. Je comprends évidemment les préoccupations des Français qui n'arrivent pas à trouver les transports nécessaires pour se rendre au travail le matin, et ce, parfois trop souvent. Donc, je crois qu'il faut trouver une solution qui convienne à toutes les parties. En Rhône-Alpes, par exemple, nous avons réussi à mettre en place une convention entre la SNCF, c'est la SNCF qui a pris d'ailleurs l'initiative, et les partenaires sociaux, et qui crée de fait un service minimum. Je crois que c'est possible de le faire. En revanche, ce qui me semble très difficile, et c'est ce que reprochent les socialistes au projet de loi, c'est d'essayer de passer en force sans consulter réellement les partenaires sociaux, sans créer les conditions d'une réelle négociation. Et je tiens à rappeler que le droit de grève est tout de même un droit fondamental qui permet aux salariés de défendre leurs intérêts. Il est mis en cause le droit de grève. Bien sûr, mais si on parle de service minimum... Il y a de nouvelles conditions qui vont être mises en place par le gouvernement, mais le droit de grève proprement dit existe toujours, évidemment. On est bien d'accord. Eh bien, c'est ce que nous cherchons à défendre, nous, les socialistes. C'est l'existence de ce droit de grève, et c'est un service minimum que nous appelons de nos voeux, évidemment, mais qui ne le remettent pas en cause. Donc, sur le principe même d'un service minimum, vous n'êtes pas contre ? Ah non, on n'est absolument pas opposé. Il faudrait un service minimum qui soit en revanche respectueux à la fois des intérêts des salariés, j'allais dire, et puis des intérêts des usagers. Et ce service minimum, pour l'instant, on l'évoque dans les transports. Est-ce qu'il pourrait, selon vous, s'étendre à d'autres domaines, comme l'école ? Écoutez, on a parlé en effet de l'éducation nationale. Je ne vois absolument pas à quoi ça pourrait correspondre dans l'éducation nationale. Je ne rentre même pas dans les détails en rappelant que compte tenu des suppressions de postes annoncées, on parle de 17 000 suppressions de postes, je vois encore moins à quoi ça pourrait correspondre. En tout cas, autant dans les transports, ça me semble évident, autant dans l'éducation nationale, ça me semble un peu complexe. Vous parliez des partenaires sociaux, les syndicats. Demain, il y a une journée donc, de manifestation, je le disais, qui est organisée pour protester justement contre ce projet de loi. Comment vous jugez aujourd'hui le rôle des syndicats ? Est-ce que c'est pas justement l'un des problèmes du Parti socialiste aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent en phase quand même encore beaucoup avec les syndicats, et que les syndicats exercent peut-être plus un rôle de blocage aujourd'hui qu'un rôle de partenaire réel qui permet de faire avancer certains dossiers. Vous savez, nous avions beaucoup parlé des syndicats pendant la campagne présidentielle, Ségolène Royal estimant qu'il était nécessaire d'augmenter leur représentativité, c'est-à-dire de faire en sorte que beaucoup plus de salariés y adhèrent, de faciliter l'adhésion à ces syndicats et du coup de leur donner une légitimité supplémentaire. On est bien d'accord aujourd'hui, la France est un des pays où les syndicats sont peut-être le plus faibles par rapport à nos partenaires européens. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas forts, ils sont plutôt faibles, et c'est leur faiblesse qui rend un petit peu difficile parfois ce que vous appelez les blocages. Est-ce qu'ils sont encore en phase vraiment avec la société ? Lorsqu'on voit que 70% des Français, d'après un sondage du Parisien, il y a une semaine, 70% des Français sont favorables au service minimum, et que la plupart des syndicats y sont plutôt opposés. Le rôle du syndicat, j'allais dire, c'est pas d'être en phase avec l'ensemble de la population française, c'est de défendre les intérêts des salariés qu'il est censé représenter. Donc encore une fois, plus ce syndicat sera représentatif, plus nombreux seront les salariés qui l'auront amené au pouvoir, et mieux il représentera ses salariés, et plus il aura de chances aussi d'être en phase avec la société. C'est un cercle vertueux. Un mot sur la rénovation du Parti socialiste. C'est vrai que vous faites partie, je le disais, de cette nouvelle génération qui a appelé à prendre des responsabilités au sein du PS. Est-ce que vous êtes optimiste, ou quand même, vous qui avez débriefé, en plus vous avez fait le premier débriefing d'après-campagne de Ségolène Royal il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous êtes quand même optimiste sur la manière dont les choses peuvent se dérouler ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne voit pas trop quelle est la direction qui est en train de prendre le Parti socialiste pour se rénover. Si vous voulez, moi j'estime que pendant cette campagne présidentielle, il s'est passé quelque chose entre Ségolène Royal et les Français. Quelque chose qui existe encore aujourd'hui, je le ressens. Je reçois un nombre suffisant de messages pour m'en convaincre. Et
Je pense que quelque part, l'intérêt de la campagne de Ségolène, ça a été que ça a constitué une espèce d'an 1 de la rénovation du Parti socialiste. Elle a bousculé tellement de lignes que finalement, on ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, que reste-t-il après cette campagne présidentielle? C'est vrai que la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy ne nous facilite pas la vie. En même temps, j'allais dire, ça peut représenter aussi une espèce de coup de pied aux fesses salutaire, parce que ça nous oblige à la rénovation, à la réflexion. Ou parce que ça fait un tri? Peut-être pas, peut-être parce que ça donne aussi l'occasion à des gens qu'on voyait moins auparavant de monter et de prendre toute leur place. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de socialistes. Je pense à des gens comme Manuel Valls ou comme Benoît Hamon, par exemple. Est-ce que vraiment le Parti socialiste est capable de faire... une place à prendre. Est-ce que vraiment le Parti socialiste est capable de faire son autocritique? Par exemple, si on prend votre cas personnel, lorsque vous avez donc été battu aux élections législatives, après le premier tour, vous avez déclaré finalement mon adversaire Dominique Perben n'a pas été élu au premier tour, c'est donc moi qui ai gagné. Parce que vous l'avez empêché d'être élu au premier tour. C'est quand même un drôle de commentaire, vous auriez pu dire autre chose, mais là en fait vous avez considéré que c'était une victoire pour vous d'être au deuxième tour. Parce que quand on connaît la circonscription, on oui, sait que c'est une circonscription effectivement assez difficile, mais est-ce que de manière générale les socialistes n'ont pas aujourd'hui du mal à se remettre en cause? Non, je crois pas. Écoutez, en plus, on sort il y a à peine 10 jours de cette fameuse réunion de débriefing dont vous parliez tout à l'heure avec Ségolène Royal, qui nous a permis de remettre à plat tout ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle notamment. Et franchement, on ne s'est interdit absolument aucune autocritique, bien au contraire. Ce que vous dites est peut-être vrai du Parti socialiste pendant les dernières années, mais je trouve qu'on est en train de revenir sur nos erreurs et bien au contraire, l'autocritique est très à la mode. Il nous reste une trentaine de secondes. Je voudrais en profiter pour faire quelque chose peut-être d'atypique dans une interview politique. Je suis allé me promener sur votre blog et là j'ai eu la surprise de découvrir cela. Écoutez. Reste donc là, si tes rêves sont si courts qu'il n'en reste plus rien quand se lève un nouveau jour. Reste donc là, comme c'est fou au cœur lourd, à moitié mort déjà, sous le poids des jamais toujours. Voilà. Donc c'est vous. C'est vous. C'est moi qui l'ai écrite. C'est vous pas moi qui chante. C'est pas vous qui chantez. C'est une amie. Donc vous écrivez des chansons. Oui. Reste donc là, c'est quoi? C'est un appel à certains militants socialistes, Jack Lang, Bernard Kouchner, non? Non. Donc c'est votre passion, vous écrivez des chansons, parce que c'est en train de vous découvrir, donc on ne connaît pas encore cet aspect de votre personnalité. Voilà. Vous pouvez m'en dire plus? Non mais c'est pas très sérieux à vrai dire, donc c'est sur votre blog, quand on se rend sur votre blog pour avoir un petit peu des idées sur votre programme, ça c'est ce qu'on trouve en premier, donc c'est que c'est important pour non, vous. Attendez, je tiens à préciser quand même. Je pense pas que ce soit sur mon blog directement, ça doit être sur un site de partisans de ma personne, oui, parce qu'il existe des partisans de Najat Vallaud-Belkacem qui ont mis en valeur cette mini vidéo fabriquée dans des conditions très artisanales. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup chanter, mais ça reste un loisir, un passe-temps, voilà. Et ben voilà, comme ça on aura fait un petit focus là-dessus. On est content d'avoir découvert une de vos passions. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Dans quelques minutes, on retrouve le journal avec Émilie Bess. C'est juste après la pause. À tout de suite.